Neo Felis, Nebulosa. Neo Felis, Nebulosa. Quel est pour vous, après toutes ces années justement de réflexion, le sens de la vie? Le sens de la vie, pour moi, la vie n'a pas de sens. La question de l'articulation de sens et de vie, c'est une question qu'il faut, je dirais, totalement découpler. La vie bio, comme disent les Grecs, la biologie, la science du vivant et tout ça, la vie est un ensemble de déterminismes qui a un certain type de loi et est susceptible de pouvoir probablement nous faire comprendre, nous faire connaître le mécanisme, l'économie générale. Mais cette économie générale n'entre pas dans une intention, il n'entre pas dans un sens. Le sens n'est pas donc articulé au vivant, n'est pas articulé à la vie, le sens est articulé à l'intelligence. L'intelligence, vous me direz, c'est du vivant, puisque c'est du cerveau. Bon, mais en même temps, ce n'est pas au titre du cerveau que l'intelligence prend sens, c'est au travers de l'intention, au travers effectivement de tout un travail qui s'appelle l'éducation, qui s'appelle la formation, l'apprentissage, etc., etc. Donc si je peux me poser la question du sens, je ne me la pose pas dans une antériorité et encore moins dans du vivant qui serait porteur d'un sens, mais dans une différence, c'est-à-dire dans un moment que je diffère, puisque ce moment se trouve toujours être en aval. Le sens est en aval et il n'est pas en amont. Donc il n'y a pas de sens originaire, encore moins dans le vivant et encore moins dans l'idée d'une intelligence transcendante, supérieure. Elle est simplement dans le fonctionnement des intelligences humaines. Ça s'appelle la civilisation, ça s'appelle la culture, ou j'ai presque envie de dire inversement la culture et la civilisation. En tant que membre de cette civilisation, en tant qu'organisme vivant, justement, quand on se pose un sens commun, et donc du sens de la vie, ce qu'on entend souvent, c'est comment est-ce qu'on oriente, d'après cette intelligence, l'organisme vivant que l'on représente. Oui, mais moi je parle rarement à partir de l'organisme vivant. L'organisme vivant est effectivement un matériau que je ne peux évidemment pas nier, parce que s'il n'était pas là, je ne serais pas là à vous parler déjà. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement comment mon intelligence, je l'emploie dans son sens qualitatif et non quantitatif, comment mon intelligence est en mesure de pouvoir construire mon existence. C'est ça qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je vous disais d'ailleurs que je suis dans la philosophie, puisque pour moi la philosophie n'a pas d'autre sens que d'intervenir dans cette interrogation perpétuelle qui consiste effectivement à se poser la question de savoir non pas quel est le sens de la vie, mais dans quel sens ma vie va aller, ce qui opère l'inversion. C'est une question sans réponse, même après toutes ces années. C'est une question sans réponse dès lors que le sens serait porteur d'un grand S, c'est-à-dire que je n'imagine pas, si vous voulez, que je puisse atteindre, soit moi, soit mes congénères, soit nous ensemble, une sorte de sens où nous aurions comme ça la possibilité de tous nous retrouver, une sorte de point oméga, comme ça, à Teilhard de Chardin, pas du tout. Ce que je crois simplement, c'est que nous pouvons faire sens doublement, à la fois en tant qu'individu et en tant que collectivité. En tant qu'individu, alors là, c'est vraiment le point de vue éthique qui me paraît absolument fondamental, mais c'est un point de vue éthique qui se transmet aussi au travers d'un certain nombre d'activités, des activités professionnelles, des activités familiales, le fait d'être père, le fait d'être prof, le fait de vivre avec quelqu'un, etc., etc. Tous ces éléments sont donc des éléments fondamentaux et qui mettent toujours en danger précisément cette cohérence, cette éthique dont je parle. Et puis,
des éléments tout à fait collectifs, c'est-à-dire que je ne crois pas que si véritablement je veux apporter quelque chose en termes, je dirais, politiques, en termes donc de globalité des affaires humaines, moi en tant qu'individu, en tant que singularité, je puisse avoir une quelconque influence. En politique, il n'y a que des sujets collectifs. Donc il faut aussi constituer ces sujets collectifs, il faut que ces collectifs puissent se rencontrer et puissent au travers de cette rencontre effectivement porter une voix, porter je dirais une forme du sens qui puisse effectivement être accueillie, qui puisse être indisponible et accueillie par autrui, ce qui n'est pas nécessairement une chose aisée. Et se fixer un sens aussi, est-ce que c'est se donner des buts dans votre vie? Est-ce que vous avez le sentiment, je voudrais dire quand même le sens, en tout cas les buts que vous fixez, ont-ils évolué, ont-ils bougé? Il faut distinguer les buts et le sens. Le sens, ce n'est pas, si vous voulez, la somme de tous les buts de votre vie. Parce que ça voudrait dire que nous sommes uniques d'une certaine façon et que finalement le sens serait virtuellement déjà présent et que les buts ne seraient que l'actualisation même de ce sens. Donc, bien évidemment qu'il y a des buts, on pourrait dire qu'on régionalise un petit peu un but dans la vie affective, dans la vie professionnelle, dans la vie politique, dans la vie ceci, dans la vie cela. On peut avoir effectivement un certain nombre de buts. Alors là, on peut faire une hiérarchie, une échelle. Il y a des buts qui me paraissent importants, d'autres qui me paraissent absolument sans importance. Par exemple, la reconnaissance médiatique me paraît d'une importance absolument dérisoire. La reconnaissance professionnelle m'intéresse, surtout auprès de ceux auxquels je parle, c'est-à-dire des étudiants. Et puis bon, il y a aussi des buts, mais on pourrait dire plus difficiles à saisir et plus cerner. Par exemple, en matière affective, c'est très très difficile de se définir un but. On peut simplement, alors là, effectivement, avoir une éthique du comportement qui fait que je ferai toujours en sorte d'être dans cette cohérence, c'est-à-dire dans cette fidélité, un terme auquel je suis moi extrêmement sensible, fidélité à un événement, à une rencontre, à un engagement, à ceci ou à cela. Et cette fidélité-là, elle me paraît pas être simplement un but, mais elle donne, si vous voulez, une coloration à mon existence dont je voudrais ne jamais me démettre. Et cette éthique du comportement, elle ne peut absolument pas, à votre sens, se départir justement du regard de l'autre. Vous parliez de rencontre, ce serait ça qui vous donne envie de vous mettre le matin, quelque part. Le regard de l'autre? Oui. Alors ça, le regard de l'autre, c'est une autre question, parce que le regard de l'autre, dès lors que je pose la question de l'autre, je pose la question d'un certain nombre de codes. Autre est un terme trop vague, trop générique. Il faudrait savoir de quel type d'autre il s'agit. Le fonctionnaire par rapport à son directeur de service, l'ouvrier par rapport au chef de maîtrise, l'élève par rapport au prof, le mari par rapport à la femme par rapport au mari, les enfants par rapport aux parents, etc. Tout ça est très 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 diversifié. Il faudrait à chaque fois parfaitement affiner. Mais sur cette question-là, finalement, je ne voudrais pas me dérober, mais je prendrais bien l'exemple d'un auteur que je cite souvent, qui est Jean-Jacques Rousseau, qui distingue l'amour propre et l'amour de soi. Et j'ai toujours peur, comme Rousseau le dit, n'est-ce pas, que ce fameux regard de l'autre se teinte d'amour propre. Qui fait que ce qui m'intéresse le plus, effectivement, c'est de pouvoir être dans cette considération de l'amour de soi. Ce qui est à dire l'amour de l'existence, l'acceptation de l'existence, l'acceptation de ce qui est, etc., etc. Mais pas une acceptation sur le mode béate, mais savoir que les choses sont, n'est-ce pas, et qu'il faut faire avec ce qui est. Et que ce qui est, effectivement, est l'enjeu précisément de nos actes, des finalités que l'on se donne. Donc, pour moi, le regard de l'autre, je ne veux pas vous dire que j'y suis totalement insensible, ce serait une imposture fondamentale que de dire ça, mais si je devais véritablement me débarrasser de quelque chose, ça serait volontiers de celui-là, parce que il est quand même le terreau de toutes les vanités, il est le terreau de tous les amours-propres, de toutes les blessures narcissiques ou de toutes les formes de gloire et de fatuité narcissique. Donc je crois qu'il faut s'en méfier comme de la peste. Mais bon, il s'avère qu'il existe. Il s'avère que d'abord il m'a constitué, probablement. Mon histoire familiale compte. Ce que je suis n'est pas sans lien avec ce que mes parents ont été, que ce que je fais aujourd'hui n'est pas sans lien avec le type de reconnaissance que je veux avoir de ceux qui m'importent, ceux qui m'accompagnent, de mes enfants, de ma femme, de mes étudiants, de tout ça. Donc tout ça est très important. Mais en même temps, il faut mesurer
exactement le type d'implication qu'on peut avoir à l'intérieur de ce type de regard de l'autre. Ne pas se laisser finalement phagocyter par cet autre tout-puissant, qu'il soit transcendant ou immanent, qu'il soit sur un même plan que moi, ou qu'il soit sur un plan hiérarchique et supérieur, qu'il soit hors de mon monde comme une sorte de juge transcendant. Je pense que toutes ces formes de regard sont des formes qui inscrivent une vie sous surveillance. Tout à fait. Mais pour reprendre, vous parlez de fidélité à soi aussi. André Gorz disait, je le cite entre guillemets, il faut essayer de retrouver cet échange, ce dialogue entre les parts non socialisables de chaque individu. En fait, justement, ce qui échappe, à vous parler, à tous ces différents rapports qui modèlent, qui structurent justement le regard à l'autre, dépendamment des circonstances. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de ça? Est-ce que cette fidélité à soi, l'acceptation aussi de ce que l'on est, ne passe, quand je disais par le regard de l'autre comme un miroir finalement qui nous renvoie à cette part de nous-mêmes qui échappe à l'amour propre? Oui, mais c'est-à-dire que c'est la seule part intéressante. C'est ce qui n'est pas épuisé, si vous voulez, par le social. Cette part non épuisée par le social est une chose très importante. Mais en même temps, vous avez dit quelque chose à propos d'André Gorz qui est très juste. Il faut que le regard de cet autre aussi soit dépourvu de cette socialité-là, de cet impérialisme social, de cette dominance sociale, de cette imposition sociale. Parce que sans ça, vous êtes piégé par ce regard-là. Donc il faut trouver, alors est-ce possible, est-ce probablement extrêmement difficile, mais trouver cette part, n'ayons pas peur d'un certain nombre de termes qui sont un peu grandiloquents, mais cette part de vérité, c'est pour ça que je mets beaucoup de guillemets autour du mot vérité, parce que peut-être que la vérité, elle est aussi dans cet autre social, moi, au bout du compte, j'en sais strictement rien, ou du moins, je ne veux pas m'avancer trop sur cette question, mais savoir effectivement quel est le regard de cet autre que je cherche, pour que, effectivement, il me renvoie, moi, en tant que je suis sous son regard, une appréciation de soi. C'est fondamental parce que si je prends sa part sociale et que je me mire dans le miroir de cette part sociale, il est évident que le type de jugement que je vais avoir sur moi ne sera pas de même qualité que le type de jugement que j'aurai par rapport à ce que je peux effectivement appeler, ce que André Gorz appelle cette part asociale. Alors, je ne sais pas s'il faudrait dire insociable, mais je dirais plutôt asocial. Asocial. Et pas au sens expulsé, exclu, non intégré. C'est-à-dire cette part que la société n'arrive pas à entamer, ce noyau comme ça. Par exemple, c'est des choses qu'on peut trouver au titre de la psychanalyse, par exemple. C'est-à-dire que finalement, sur un divan, il y a un moment où on trouve quelque chose qui fait un peu rock, sur quoi se construisent et se fondent des vies, quoi, et qui ne sont pas nécessairement des petites satisfactions comme ça, du jour, et qui sont éminemment reconnaissables au titre d'une rhétorique sociale. Une question plus pragmatique. De combien pensez-vous avoir besoin par mois pour mener une vie décente? Comme salaire? Oui. Brut ou net? Net. Net. Je pense que si on a 1 500 € net par mois, on vit très bien. Vous êtes locataire ou propriétaire? Je suis locataire. J'habite un appartement de 60 mètres carrés, 2 pièces, et je paye avec mon conjoint 850 € par mois, ce qui n'est pas grand-chose pour les prix à Paris. Et donc vous pensez vraiment qu'avec 1 500 € par mois, vous pouvez mener une vie décente, c'est-à-dire vous faire plaisir, vous le disiez, ça couvre vraiment vos besoins? Oui, je pense. Après, si on a envie de partir à l'étranger, forcément, il faut gagner plus. Si on veut partir à l'étranger 2 fois par an, forcément, on veut gagner plus. Mais c'est pas mon but non plus de faire des voyages ou de m'acheter la dernière voiture Renault, Peugeot ou Ferrari. C'est pas mon but, non. Donc avec 1 500 €, on peut être heureux. Je pense qu'on peut être heureux à 2. Après, si j'avais des enfants, ça serait peut-être différent. Parce qu'il a forcément plus de besoins, parce qu'eux ont aussi des besoins. Mais pour l'instant, à 2, oui, c'est suffisant. Même si je gagnais plus après, oui, je suis pas contre non plus, mais je ferais pas tout et n'importe quoi pour la course à l'argent. Pour finir, en pratiquant quelle activité est-ce que vous vous sentez le plus cohérent, le plus à votre place? Moi, j'ai 2 sortes d'activités. J'ai grandi dans une culture très précise, fils de petit paysan,
On m'a appris à labourer la terre, à greffer des arbres, à construire des murs en pierre sèche, ce que je fais toujours quand je suis chez moi. Là, c'est une activité qui m'est absolument naturelle, facile. Je sais comment faire avec mes mains, parce que mon père m'a appris enfant. Et j'étais. Donc ça, c'est une activité qui m'est. Je dirais pas que c'est celle qui m'a fait gagner le plus d'argent, vous vous en doutez. Donc l'autre, c'est l'écriture. À l'intérieur des diverses formes d'écriture, j'ai très souvent travaillé à la fois de manière solitaire en écrivant des livres, assis là et en travaillant, ou bien avec une équipe de cinéma ou une équipe de théâtre. Ce sont deux activités très différentes. Parce que dans le deuxième cas, dans les arts de représentation, comme on les appelle, ce que vous écrivez va être transformé. Un livre, non, ça va être publié directement. Dans ces activités-là, je crois que l'activité théâtrale est celle que je préfère. Parce que c'est la seule où on voit directement, dans la chair des acteurs et des actrices, et avec l'aide du metteur en scène, prendre vie ce qu'on a écrit. Il n'y a aucun intermédiaire technique. Le public est là, ils sont vivants, les acteurs sont là, ils sont vivants. Quelque chose se passe, c'est unique dans le monde d'aujourd'hui. Le théâtre est le seul mode d'expression aujourd'hui qui permet ça. Est-ce que vous identifiez les notions de cohérence et de plaisir? Vous avez le sentiment à ces moments-là, justement, par rapport aux pièces, quand elles sont incarnées, jouées, vous éprouvez du plaisir, justement, à les voir représentées? Oui, c'est du plaisir, bien sûr, mais c'est un plaisir ce plaisir-là ne peut être que partagé. C'est-à-dire que quand on est au milieu du public et que l'on sent que la représentation théâtrale réunit non seulement les conscients, des acteurs et des spectateurs, mais les inconscients. Que le mouvement est général, que quelque chose emporte le public et les acteurs dans la même direction, et l'auteur lui-même, là on est vraiment content. Oui, c'est plus qu'un plaisir, même. On peut dire que c'est une joie. Et comment on se sent dans son corps à ce moment-là? C'est quoi éprouver du plaisir? Bon, on se sent pas tellement, et je crois qu'à ce moment-là on ne sent pas son corps, tout simplement. Que même si on est malade, on va bien. Moi j'ai connu des acteurs, j'ai connu... Delphine Seyrig, une fois arrivant au théâtre, sur une civière, mourante. Le docteur lui avait interdit de venir jouer, elle était, je sais pas, elle avait une intoxication grave. Blafarde dans sa loge, elle s'est maquillée, et puis elle est montée sur scène, et 10 minutes après, elle était guérie, et à la fin, elle a dîné avec nous après le spectacle. C'était la scène qui l'avait guérie. Et le plaisir de voir... Donc son corps avait suivi sa joie, disons, jouer. D'accord. Et le plaisir d'écrire, le plaisir vraiment de voir vos pièces représentées dépasse le plaisir d'écrire? Le plaisir de voir la pièce représentée, au début en tout cas, dans les premières représentations, se double toujours d'une crainte, voire d'une angoisse, quelquefois, que ça ne marche pas. Je viens d'avoir une création d'un spectacle chanté, avec un Chigula, au Bouffes du Nord. Avant que le public le voie pour la première fois, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quand on a un premier accueil qui est bon, là on peut commencer à travailler. À améliorer, etc. Mais avant tout, dans les toutes premières représentations, je dirais qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir. On travaille, c'est un travail. Est-ce que c'est bien, est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut l'améliorer? Toutes ces questions. On prend des notes beaucoup en cours de représentation avec le metteur en scène. Vous voyez, ce sont toutes ces choses-là qu'ensuite on va se voir avec les comédiens, on va travailler, retravailler le lendemain matin à 8h au boulot, etc. C'est un gros travail. Comme tous les travaux, hein. Comme un architecte, comme, je sais pas, comme n'importe qui fait un travail. Une fois que les choses marchent, oui, on peut parler de plaisir. Venir de temps en temps voir une pièce qui marche, c'est un vrai plaisir. Une joie même. Et pour revenir, c'était justement par rapport à cohérence, plaisir, dans le sens où on est Qu'est-ce que vous appelez cohérence? Se sentir à sa place. Je vais prendre rapidement mon exemple personnel. Moi, je fais beaucoup de danse, et c'est vrai que j'ai le sentiment, parmi toutes les activités que je peux faire, que c'est celle où je me sens le plus cohérent, le plus à ma place. Et j'essaie de voir si c'est justement la même à travers laquelle j'éprouve le plus de plaisir, en fait. Oui, moi, si ça se trouve, c'est en refaisant un mur de pierre sèche chez moi que je me sens le plus à ma place. Mais c'est très difficile parce qu'il y a toujours quelque chose d'une usurpation dans ce que nous faisons. Oui. Quand on a un succès, il y a toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand on a un échec, on le comprend. Et quand on a un succès, on se dit quelque chose là s'est passé qui m'a emporté au-delà de moi-même. Si on est très vaniteux et très prétentieux, on dit c'est parce que je suis un génie, je suis très fort. Mais si on est vraiment conscient, le succès donne plus d'inquiétude que de joie ou que de plaisir. Est-ce que ça se représentera de nouveau? Néophélis Nebulosa. Marc-Vincent Raolette, Sandra Guillaumeau et Jean-Claude Carrière ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.